C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bonsoir Bilal, comment ça va ? Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, présentation rapide. Donc, je suis Bilal Ben Khalifa, je suis consultant sportif pour les différents médias locaux, notamment le Phocéen où je commente l'actualité de l'OM et notamment les matchs de l'OM. Consultant aussi e-sport, je commente les matchs de championnat e-sport dans des grands événements. Et créateur de contenu notamment sur le réseau YouTube avec une chaîne consacrée à l'actualité africaine de l'ensemble des joueurs africains dans le monde, qui s'appelle Africa All Star. Voilà, pour vous la faire courte. Multicasquette, c'est très chouette. En tout cas, bravo à toi déjà pour commencer. On va se plonger dans l'Olympique de Marseille. Nous, on est totalement à fond là, et puisqu'il y a ce match qui se profile dimanche au Stadium à 19h. Marseille, saison compliquée, hein, on va pas se mentir. Une qualification loupée en début d'année qui entache un peu certaines ambitions. 3 coachs qui se succèdent, mais pourtant, on se retrouve avec une demi-finale de Coupe d'Europe en Ligue Europa face à Bergame, avec une qualification hier soir. Comme j'ai dit, un 3e coach aussi qui arrive en cours de route. Comment tu juges là, pour le moment la saison de l'Olympique de Marseille ? Si tu veux, on est des habitués de ce type de saison à Marseille qui ne répond à aucune logique. On a une saison similaire, si vos souvenirs sont assez frais pour vous rappeler de l'époque de Didier Drogba à l'OM, où on fait la même saison en championnat et on perd en finale d'Europa League. Donc en fait, Marseille, on est un club on dit chez nous, on est un club de coups et de coupes. Donc les grands événements européens, peu importe les joueurs qu'il y a sur le terrain, même si l'effectif a subi énormément de changements et énormément impacté par des blessures récurrentes depuis le début de saison, avec des changements de coach, avec des problèmes entre les groupes de supporters et la direction de l'OM, fait que l'OM ne répond à aucune logique. Et pour vous la faire simple, l'OM, cette année, est dans le top 3 des meilleures équipes à domicile, alors que ça faisait 2 ans qu'on était l'une des plus mauvaises équipes au Vélodrome. Et l'OM est lanterne rouge au classement des équipes à l'extérieur. Donc c'est tout le paradoxe marseillais aujourd'hui. On a une équipe avec des joueurs qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer de manière récurrente, donc ils sont capables de faire des coups. Voilà, l'OM coup. L'OM coup, c'est original, je trouve. Comment tu juges l'arrivée de Gasset ? On ne sait pas s'il reste l'année prochaine. Alors quand on dit rester, sûrement peut-être pas numéro 1 de ce que j'ai compris, mais peut-être en tant qu'adjoint. Écoute, la saison de Gasset, il est venu faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire redonner de la confiance à un groupe meurtri, essayer d'apporter son expérience. C'est le grand-père qu'on aimerait tous avoir, qui nous raconte ses histoires pendant des heures, et qui est assez pragmatique, et qui a l'expérience de la Ligue 1. Et donc il a démarré très fort. Et comme l'Olympique de Marseille était club de coups, il a gagné 5 matchs d'affilée, on a perdu 5. Et en tout cas, nous en tant que supporters, on n'a strictement rien à reprocher à Gasset. Ouais. Quand il est arrivé, déjà on s'est dit le choix était assez surprenant. Et finalement, pas tant que ça, parce que l'équipe de l'Olympique de Marseille, il faut savoir qu'en Ligue 1, en Europe, quasiment, on est l'équipe où il y a le plus de joueurs de nationalité africaine. Dans l'équipe marseillaise, cette saison, c'est 14 joueurs sur un groupe de 23 joueurs qui ont une nationalité africaine. Et comme Gasset, c'est quelque chose qui je pense qu'il apprécie de gérer ce type de profil-là. Finalement, le choix des coachs espagnols avec 70% d'équipe qui est africaine, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Donc Gasset aujourd'hui, il fait ce qu'il peut faire avec ce qu'il a sous la main. Mais même Guardiola ne pourrait pas faire plus avec cet effectif vu le nombre de blessures et vu la cohérence du montage de l'effectif. Il y a des absents notables. Tout à l'heure, on a parlé de Quentin Merlin. J'ai vu qu'il serait peut-être pas là dimanche. Est-ce que c'est quoi surtout avec le match de hier en plus où il y a eu encore des séquelles. On en est où à Marseille ? Quel effectif va se présenter face à Toulouse ? À l'instant où l'on parle, donc on est encore, c'est loin dimanche. Oui. Marseille, avec le nombre de blessures, c'est très loin dimanche. C'est-à-dire qu'en 2 jours, il peut se passer des miracles. Mais donc à l'instant T, on a déjà Amin Harit et Samuel Gigot qui sont suspendus. Oui. Donc on a déjà 2 joueurs impactants quand même de l'effectif, même s'ils ne sont pas dans une forme resplendissante. On a donc en termes de joueurs blessés, Gasset disait c'est Mehdi Benachef tout à l'heure sur RMC qui expliquait que ça allait être encore juste pour Jonathan Klaus et Ismaïla Sarr pour le match de Toulouse. Donc il y a Sarr, Klaus encore blessés.
Chancel Mbamba aussi a une douleur, il a dû sortir à la mi-temps hier. On y va vraiment à Toulouse. J'ai envie de dire, il n'y a strictement rien à perdre. Et c'est très compliqué de définir un effectif. Il y a des retours de ceux qui ne sont pas inscrits en Europa League, notamment Pape Gay. Murillo a commencé à reprendre la compétition. Il a joué hier un peu plus d'une mi-temps. Mais donc il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés, comme l'international suisse Luis Garcia. Donc il y a des retours, mais il y a des joueurs qui tirent la langue. C'est-à-dire qu'un Jordan Verretou aujourd'hui, on va dire qu'on sent la blessure qui va arriver, mais on ne sait pas quand. Ouais, lui, il a fini vraiment en dessous des rotules même. Il a vraiment tout donné, quoi. Ouais, c'est compliqué d'enchaîner autant de matchs en un temps très court et ne pas avoir la possibilité. Faut se rendre compte quand même qu'à l'OM, hier, il manquait 8 joueurs sur la feuille de match. Donc, quand vous faites une demi-finale de Coupe d'Europe, vous vous qualifiez alors qu'il vous manque 8 joueurs de votre effectif, ça tient du miracle. Et le Vélodrome fait des miracles cette année. Ces matchs qui sont toujours un petit peu particuliers, les Marseillais s'amusent à dire qu'ils jouent à domicile chez nous. Comment toi tu vois le match de dimanche pour Marseille, sachant que vous êtes dans l'euphorie de cette qualification, mais comme tu l'as dit, physiquement un petit peu diminué et avec des blessés et en plus une équipe qui à l'extérieur ne réussit pas très bien. Alors là, ce qui se passe, c'est que si je ne me trompe pas, vous êtes aussi pas terrible à domicile. Exactement. Donc vous êtes 14e, je crois, oui. des clubs à domicile. On est dernier à l'extérieur. Ça devrait nous donner un match assez ouvert. Après, j'ai envie de vous dire, vu que ça avance pas du tout devant, aussi bien pour vous que pour nous, c'est une opportunité de recoller aux places européennes, parce que vous êtes qu'à 3 points de nous, oui. Finalement. Et il restera après 4 matchs, après ce match-là, pour vous, et 5 pour nous. Je te dirais que sur ce match-là, tout est ouvert. Pour moi, vous êtes favori pour la simple et bonne raison qu'il y a encore beaucoup d'absents côté marseillais et qu'il y a un match qui a duré 120 minutes avec beaucoup d'émotions. Mais avec l'OM cette saison, c'est très compliqué de pouvoir faire des pronostics parce qu'on peut surfer sur l'euphorie. Mais quand j'essaye de mettre un 11 de départ sur le papier, si vous voulez, après je pourrais vous donner un 11 de départ, mais je sens que ça va être quand même compliqué parce que on a un souvenir assez marquant de l'époque de Didier Drogba avec l'OM face à Monaco et un certain Julien Rodriguez qui le plaise juste avant la finale alors qu'on jouait plus rien en championnat. Je pense que tout le monde est en tension sur Aubameyang parce que c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle dans un effectif dans le dur, qui n'est jamais blessé, qui joue 90 minutes tous les matchs et on a l'impression que l'âge n'a pas d'effet sur lui. Donc, et le problème, c'est qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de prendre le relais pour notamment marquer des buts. On a une équipe très très maladroite cette année. D'ailleurs, petite question perso, qu'est-ce que tu penses de Moubania ? Parce que moi personnellement, pour avoir vu le match hier, pour l'avoir déjà vu, je trouve qu'il ressemble à tout sauf un joueur de foot. Écoute, je vais te dire quelque chose avec l'expérience. C'est un joueur qui a marqué énormément de buts du côté de Bodø/Glimt. Il faut savoir vraiment que ces championnats aujourd'hui et nordiques sont des centres de formation à ciel ouvert qui vont chercher directement les joueurs en Afrique. Il y a un vrai challenge aujourd'hui pour les clubs français, notamment vous êtes bien passé pour savoir pour la détection des potentiels. Il y a un vrai challenge d'aller récupérer ces pépites, peut-être même avant les clubs danois ou suédois, et même avant les clubs belges. Ce qu'il a fait là-bas, c'était vachement intéressant. Il arrive dans une équipe vraiment compliquée. J'ai envie de te dire qu'il est totalement adapté à la Ligue 1 par son gabarit. La seule chose dont il a besoin, c'est d'avoir une équipe qui domine et avoir des centres dans la surface de réparation. Peut-être qu'il n'est pas fait pour jouer à Marseille non plus. Voilà, et je sais pas, parce que l'OM, c'est un club tellement atypique que des fois, tu as des gars, tu te dis, mais il sait pas mettre un pied devant l'autre, on a l'impression. Mais par contre, il est tellement pesant, il est tellement costaud, qu'en fait, c'est la première fois que je vois autant de défenseurs se casser les dents sur le gabarit du joueur, tellement il est solide dos à la cage. Et il est gênant dans la surface de réparation et il est efficace pour le peu de matchs qu'il a pu faire. Donc il est moche à voir jouer, il n'est pas beau balle au pied, mais par contre il pèse, et si l'équipe sait jouer avec ses qualités, et il ne faut surtout pas jouer avec ses défauts, si tu sais jouer avec ses qualités, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment permettre à des joueurs comme Aubameyang, à des joueurs comme Amin Harit ou Iliman Ndiaye, etc., de performer, parce qu'ils vont se servir de lui. Voilà, c'est pas un joueur star, mais il peut vous embêter énormément ce week-end. Il y a un joueur chez vous qui, je trouve, son profil
dans l'attitude, pas dans le profil technique du footballeur, mais donc comment les supporters le voient ressemble beaucoup. C'est que nous, notre capitaine Vincent Siro, qui a été énormément décrié en début de saison et qu'au final il commence à mettre tout le monde d'accord un peu trop tard, mais il est en train de mettre tout le monde d'accord. Chez vous, j'ai l'impression que vous avez à peu près le même profil avec le Leonardo Balerdi, qui a été beaucoup décrié, qui a aussi fait des mauvaises prestations, mais que je trouve qu'il s'impose quand même de plus en plus comme un patron. Et encore hier soir, je trouve qu'il a été exceptionnel sur le match face à Benfica, mais c'est pas la première fois non plus, mais on a toujours l'impression qu'il garde encore cette image un peu négative du Balerdi des premiers temps. Alors à Marseille, c'est terminé cette image-là. Donc okay. il a vraiment éteint le film d'horreur qu'avaient les supporters de l'OM sur sa capacité à se faire toujours avoir par les attaquants, notamment par ses pertes de concentration. En fait, je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience que les défenseurs argentins ont vraiment des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire qu'ils se bonifient très souvent avec l'âge. Très jeunes, ils ont une fougue qui leur permet pas de garder une concentration constante, mais si l'histoire nous rappelle que des joueurs comme Javier Mascherano ou des joueurs comme Walter Samuel, etc., ont été très performants après l'âge de 30 ans. Balerdi, intrinsèquement, en tant que footballeur, les 4 coachs qui sont passés par l'OM depuis Villas-Boas ont tous voulu le faire jouer tellement il a des capacités intrinsèques. Il maturait parfaitement avec votre data scouting sur les qualités, vitesse, puissance, taille, relance. Il manque juste ce qu'on ne peut pas recenser, c'est la concentration. Et il a passé ce cap-là. Il est demandé par l'Atlético, par l'Inter de Milan. Je pense que ce sera cet été une très grosse... Enfin, si l'OM s'est fait une vente un jour, mais ce sera potentiellement le joueur le plus bankable de l'effectif. Et aujourd'hui, c'est totalement le patron de la défense marseillaise. En Coupe d'Europe, il aligne des prestations exceptionnelles. On ne parle pas juste d'une bonne prestation. Il est exceptionnel sur quasiment tous les matchs de la Coupe d'Europe. Donc il a vraiment passé ce cap-là. Et je pense malheureusement pour nous que ce sera probablement sa dernière saison. Ok. Messieurs, on va passer au prono parce que le temps file. Il ne nous reste plus que 2 minutes 50 avant la fin de l'émission. Mon Fredo, qu'est-ce que tu vois dimanche rapidement entre Toulouse et Marseille? Pour moi, c'est un peu l'année ou jamais. Je veux dire, allez, 2-1 pour nous. Buteur, Siro sur un péno. Sur un péno et allez, un petit Costa là sur un corner. Sacha. 2 coups de pied arrêtés en tout cas, ouais. Moi je remercie au nom de beaucoup de personnes les Marseillais nous avoir vengés de cette équipe de Benfica. Donc allez chercher la Ligue des Champions. Moubania a fait ce que Spearing ne devait pas faire. Allez chercher la Ligue des Champions par l'Europa League et laissez-nous cette victoire, comme ça on sera tous contents. Donc victoire 2-1 au bout du suspense, ce serait cool. Ouais. Clem. Moi je pense que ça va être un match assez fermé. On a rappelé la mauvaise saison des deux équipes, l'une à l'extérieur, l'une à domicile. Malheureusement ça tombe là sur la pire configuration pour les deux. Donc petite victoire 1-0 de notre part avec un but de notre capitaine Vincent Siro. 2-0 Dalinga et Spearings. Je rejoins l'optimisme général parce que je pense qu'on arrivera au bout de l'équipe de Marseille, même si ça sera compliqué. 2-1 avec une ouverture de score de Marseille et pour nous ça sera but de Logan Costa. Tu me l'as mangé, Fred, parce que je voulais le citer sur un corner et un but de Dalinga. Bilal, pour rééquilibrer tout ça. Ça me fait mal au cœur quand je vous entends. J'ai l'impression qu'on parle du Barça contre l'OM. Donc ça y est, on a coulé. Deux équipes qui n'ont rien à perdre pour moi, parce que vous êtes sauvés, vous êtes loin quand même de la relégation. Il reste pas assez de matchs pour pouvoir descendre. Je vois bien 2-2 moi avec un but de Moubania et de Aubameyang. Ok, allez, super. En tout cas, merci beaucoup Bilal, merci d'avoir été présent avec nous, merci de nous apporter tous ces petits détails sur ton Olympique de Marseille. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission. Toujours un plaisir les gars. Et allez au bout de l'Europa League. Régalez-vous au stade demain. Vous avez l'habitude du Vélodrome, donc vous avez votre Vélodrome demain. Ouais, t'inquiète pas comment vous éteindre. C'est fini ça, c'était avant. Et comme il a dit Rémi, on espère que vous irez le plus loin possible en Europa League et aller la chercher, ça serait merveilleux à jamais les premiers encore une fois quoi. Ça serait exceptionnel. On y reste et on va quand même rester tranquille parce qu'on est encore très loin. Oui. Bonne soirée, bon week-end et bon match dimanche. Ciao.